وفيهم أطفال اللي قراوا ونجحوا وقدروا يعني يفرضوا ذاتهم في المجتمع، وقدروا حتى أنهم يصنعوا البصمة تاعهم في المجتمع، وصلوا إلى مكانة عالية جدا وصبحوا ما شاء الله أعضاء أو شيء رائع، وصلوا إلى مكانة عالية. نعم. وبالتالي اليوم معنا إن شاء الله نستضيف الآن في هذا الجزء الثاني من البرنامج السيد محمد شريف زرقين، مناضل في حقوق الطفل، ولم يكتفي فقط بالمناضلة من أجل الطفل من أجل الحقوق. هذا الطفل اللي عنده حق شرعي ولو أنه ولد بطريقة غير شرعية، بالقلم ديالو حاول يكتب كتب يعني عديدة تحكي دائما في سياق هذا الموضوع. نرحبوا بالسيد محمد شريف زرقين. مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا. تفضل. سلام. تفضل. تفضل. مرحبا بك. يبارك فيك. واش راك سي محمد؟ والله الحمد لله. أولا نرحبوا بسي محمد لأنه جانا من بلاد بعيدة وهي قسنطينة الجميلة، وجاب سيارته وأبى إلا أن يشارك بشهادته القيمة ويثري هذا الموضوع نتاع اليوم. أولا نشكرك على هذه المبادرة وعلى هذه الشجاعة وعلى هذا الطموح نتاعك وعلى هذا الصمود. شكرا لكم. مرحبا بك. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Et puis, comme vous venez de le souligner, moi, dans tout ce qui concerne la cause, je prends ma voiture, comme vous l'aviez souligné, et je démarre. Donc, je viens contribuer à ma façon, comme je le fais depuis quelques années maintenant ici en Algérie. Et c'est un énorme apaisement que je rencontre à chaque fois. Et merci de m'avoir honoré et de m'avoir invité, et d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. سيد محمد شريف زرقين، قبل ما تلتحق بنا بالبرنامج كنا عرفناك بخط عريض، احنا حابين نعرفوك اكثر، والجمهور والمشاهدين خاصه المراه الجزائريه حابه تعرف شكون هو سيد محمد شريف زرقين اللي ناضل في حقوق الطفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. Mohamed Chérif Zerguine est un citoyen algérien à part entière, né sous X, adopté à l'âge de 3 mois par une famille adoptive constantinoise, oui, qui l'a exporté, excusez-moi entre guillemets l'expression, exporté donc en Europe à l'âge de 6 ans, et qui lui a offert confort et réconfort, et qui est devant vous aujourd'hui donc en tant que concerné. Pour parler de Mohamed Chérif Zerguine, moi je l'utilise toujours à la troisième personne. C'est quelqu'un qui a découvert son statut d'enfant abandonné donc à l'âge de 6 ans à l'école. Il a souffert pendant son adolescence parce qu'il y avait un énorme questionnement en lui, car ses parents adoptifs n'osaient pas lui dire la vérité. Il est resté avec le nom de sa mère, donc il y avait un nom d'une part et le nom des adoptants d'autre part, et personne ne lui donnait les réponses. Oui. Il s'est retranché derrière des barricades. Non. Il a traversé sagement son adolescence. Et quelques années plus tard, on va dire qu'il s'est mis debout et il a dit à tout le monde qu'il était là, qu'il existait. Et aujourd'hui, il défend la cause de cette enfance abandonnée à laquelle il a appartenu. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحمد لله أنه خلقت لنفسك، لكن العائلة اللي تكفلت بتربيتك كانت شجاعة بزاف، كونهم أولا هما في المرحلة نتاع التربية يقولوا لعل في يوم من الأيام تظهر الأم البيولوجية لهذا الطفل وتجي تاخذه منا وتعيش أيضا مأساة مع المجتمع لأنه ما حملش الاسم العائلي. سيد زرقين، كما راه واضح لنا أنك تخطيت يعني كل شيء أنه تكون في هذه الحالة، وقدرت تكون شخصية لها مكان في المجتمع، وقدرت أنا ما راحش نقول لك إحساسك يعني أنه تكون في هذه الحالة، لكن ردة فعلك نحو الوالدة الأم. La biologique ou l'adoptive? La biologique. Très bien. Alors, bon, moi, à l'âge de 20 ans, en fait, bon, après ce complexe douloureux durant mon adolescence, à 20 ans, il y a eu le déclic de partir à la recherche de ma mère, de partir comprendre à qui je ressemble. En regardant mon miroir à la sortie de mon adolescence, au lendemain de mon adolescence, hein, je précise pour les psychologues et les psychanalystes, on se demande qui on est, à qui on ressemble, au géniteur mâle
que je ne peux pas qualifier de père car il n'a pas été mon père, ou à la maman avec laquelle il y a un lien incommensurablement plus important que celui du père. Oui. Moi, je vous fais cette métaphore pour que ce soit clair dès le début. Je suis parti à la recherche de ma mère, pas de mon père. Donc, à l'âge de 20 ans, je suis parti. Donc, à chaque fois que je pouvais, quand je rentrais en Algérie, en vacances, ensuite je suis venu m'installer, je suis parti. Donc, ça a commencé par des rumeurs. Après, ensuite, ça a été des petits documents que j'ai récupérés au niveau de l'administration. Oui, oui. Et ce chemin, en fait, qui a duré 25 années, a fini quand même par me récompenser, car j'ai rencontré ma mère biologique. Et cela après 25 ans de recherche, un quart de siècle. J'ai rencontré ma mère biologique, je sais d'où je viens aujourd'hui côté maternel, je sais qui je suis côté maternel, j'ai une identité côté maternel. Très bien. فقط برك حبيت نعرف اللقاء الأول ديالك مع أمك البيولوجية كيفاش كان اللقاء الأول؟ Alors c'est un peu compliqué parce que au départ on part à la recherche, on veut se réfugier dans les bras de sa mère, c'est légitime je pense pour tout être humain. Il faut arrêter de se voiler la face. Moi, des fois, j'écorche un peu les adoptants, autant que je les adore. J'ai beaucoup d'amour pour les adoptants. Regardez ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce quand même en partie à mes parents adoptifs. Je ne suis pas ingrat. Mais toujours est-il, j'insiste sur le fait qu'un bébé n'est pas un objet. On ne s'approprie pas un bébé comme une propriété privée. On ne lui donne pas un nom comme ça. On ne l'utilise pas comme ça. On ne lui ment pas, en d'autres termes. Entre guillemets. Quand on dit mentir, pouvons-nous garantir à ce bébé d'avoir son histoire séquestrée durant toute sa vie? Il va finir par la découvrir par la société, par l'entourage, par l'environnement, sur ses papiers, un jour ou un autre. Rabbi subhanahu. C'est ce que je peux dire en arabe. Rabbi subhanahu. La lumière, il a fait rejaillir. Il est contre le mensonge. Il est contre les ténèbres. Alors moi, j'ai décidé à une certaine époque de ma vie d'installer la lumière dans l'obscurité de ma pénible existence. Parce que vous voyez aujourd'hui un homme qui paraît, c'est pour ça que j'utilise la troisième personne, en disant Mohamed Chérif Zerguine. Moi, Mohamed Chérif Zerguine a été séquestré pendant pratiquement 20 ans. On ne voulait pas que je prononce mon prénom pendant mon enfance. On m'interdisait de prononcer ce nom. Il fallait... ils m'ont appelé Nordine, c'était Nordine avec le nom des adoptants. Donc, si vous... Bon, le jahl, le Waldin, les Rabbaouni, ils ne sont pas instruits, ils ont laissé les papiers tels qu'ils m'ont adopté. Et ça a provoqué la découverte de mon statut à l'âge de 6 ans à l'école en France. Parce que la maîtresse m'appelait Zerguine Mohamed Chérif, elle ne m'appelait pas Nordine. Et là, je me suis dit, qui est Zerguine Mohamed Chérif? Je connais ça. Voilà. Pendant 6 ans ou 7 ans, on m'appelle Nordine. يعني هذا الاسم أستاذ هو اللي موجود في الوثائق الرسمية. Sur les documents d'état civil, donc l'attestation de naissance de la protection sociale, et ensuite la transcription sur l'état civil de la PC. Donc ça a été caché pendant 6 ans. Mais il fallait un jour les sortir, ces papiers, pour m'inscrire à l'école. Tout à fait. D'accord. Et là, je découvre ce Zerguine Mohamed Chérif qui était un fantôme pour moi à l'âge de 6 ans. C'était un monstre pour moi. Mettez-vous à ma place. À l'école, Mohamed Chérif au tableau, et à la maison, Nordine Arwah Taftar. Vous avez 6 ans. Vous rentrez dans votre chambre, vous n'avez pas de frères et sœurs, vous n'avez personne à qui vous confier, et vous restez avec ça. Les enfants à l'âge de 6 ans, ils jouent, ils font une sieste, ils sont dans les bras de leur mère et de leur famille. Moi et ceux qui me ressemblent, parce qu'aujourd'hui je parle pour eux, moi aujourd'hui je suis debout, je suis blindé, je suis là devant vous, je n'ai aucun complexe, aucun espèce de complexe ne peut m'atteindre. Et beaucoup de gens le savent. Je parle pour les autres qui sont complexés, qui sont retranchés derrière. Et surtout la jeune fille, parce que la plus vulnérable dans cette histoire d'abandon, c'est la jeune fille. Et on peut en reparler par la suite. La jeune fille, elle est totalement piétinée dans le monde arabo-musulman. Je ne cible pas et je n'attaque pas que l'Algérie. J'ai parlé de l'Algérie en 2009, en 2007, lors de mes actions, mes conférences de sensibilisation. Mais ensuite, j'ai poussé la réflexion et j'ai fait des recherches avec des spécialistes via Internet. On a beaucoup de moyens aujourd'hui, alhamdoulilah. Donc je me suis investi avec l'université Emir Abdelkader et on a été sur le terrain, mais la situation, comme je l'ai déclaré en 2010, elle est catastrophique.
سيد زرقين، أنا حبيت نعرف يعني لماذا قررت أنك تبحث على اسمك محمد شريف زرقين وما تكتفيش أو تقعد في الاسم اللي منحته لك العائلة اللي تكفلت بيك اللي هو نور الدين؟ Écoutez, avant de m'étaler sur l'aspect psychanalytique ou autre, j'aimerais vous retourner la question. Aimeriez-vous qu'on tronque, qu'on occulte une partie de votre histoire? Tout simplement. C'est dur. Je suis né Zerguine, ma mère s'appelle Zerguine. Je ne peux pas Sil Rahim, c'est ça? A-t-on le droit de couper les liens sacrés, divins? Donc on est en totale contradiction avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on l'a démontré, ça. Hein. On a démontré. سيد شريف زرقين، انت لما يعني نعاود نرجعوا دائما لما التقيت مع الام ديالك، هل انك يعني بمجرد انك قلت منذ قليل هذا حاجه في الانسان انه لما يشوف الام ديالو المره الاولى دائما يحل للام البيولوجي لانه هي اللي وضعته، هي اللي حملت به تعبت عليه، انك انت بمجرد يعني تحطيت ما بين يديها سامحتها ولا يعني لمتها لانها ما سامحت يعني ما نقدروش نقولوا انه تلومها على خاطر جابتك للدنيا هذه، ولكن هل انت لمتها في بعض من الجوانب انها تركاتك، خلاتك ولدتك وخلاتك؟ Non, 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 moi je ne suis pas parti à la recherche de mes origines, j'utilise un terme donc autre que celui de mère ou père. Vous savez, un enfant, tout à l'heure je disais qu'il n'était pas un objet et qu'il fallait tenir compte de sa personnalité et de son évolution dans ce monde, dans cette société, qui n'est pas facile et qui est très hostile. À un certain moment de notre existence, moi ce que j'avais besoin, je l'ai mis en exergue à plusieurs reprises lors de conférences, j'avais besoin d'aller à la rencontre de mes origines, savoir d'où je venais, qui j'étais, qui était mon grand-père, qui sont mes ascendants. Quand je me regarde dans un miroir, je suis quelqu'un de typé. On ne peut pas dire que je suis un Suédois aux yeux bleus. Je suis quelqu'un de typé, donc j'ai une lignée descendant de ce côté-ci, plutôt que de là-bas. Donc il y a ça qui est très, très important. Bon, Dieu merci, moi j'ai remonté mes recherches et j'ai même dressé un arbre généalogique qui remonte à 1754, précisément, par rapport à ce qu'il y a derrière moi aujourd'hui. J'en suis fier, j'en suis content. Je l'offre aujourd'hui à qui? Parce qu'il n'y a pas que l'enfant qui est victime. Il y a deux personnes qui sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, coupables. Moi je dis coupables. Entre guillemets, deux personnes, si elles sont consentantes et si elles laissent tomber cet enfant. Bon, après, dans les cas de viol, dans les cas les autres catégories, on ne peut pas les qualifier sur le même pied d'égalité. Très bien. Je conclue par rapport à cette métaphore. Donc, ce fruit qui est là, qui n'a rien demandé, il n'est pas la seule victime de cette bêtise humaine. Moi aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes âgées, qui n'ont rien à voir donc avec cette mère biologique ou avec ce géniteur mâle, j'aime pas dire mon père. Ils sont quelque part aussi victimes, parce qu'aujourd'hui, moi, ils m'ont pris dans... paradoxalement, ceux qui m'ont pris dans les bras, c'est la famille qui entoure ces gens-là. Et les autres victimes, c'est encore plus catastrophique, c'est les conséquences de quelqu'un comme moi. Et mes enfants? Avez-vous pensé à mes enfants? Avez-vous pensé aux enfants du né sous X ou de l'enfant abandonné? D'un côté, s'il épouse quelqu'un qui est, on va dire, normalement constitué, entre guillemets, il y a toute une lignée, donc il y a toute une histoire, il y a des origines, il y a une famille, et de l'autre côté, il y a le néant. Et comme je dis toujours pour conclure par rapport à ça, il n'y a pas pire que le doute, car il suppose tout. Vous savez, on dit souvent, avec la Besbic, tu es fort, tu t'es construit, tu as un bon métier, tu es intelligent. Bon, tout ça, c'est des compliments. Mais ça ne reste que des compliments. Oui, c'est une réalité que j'impose à la société. Oui. C'est lapsus révélateur. C'est une réalité que j'impose. Suivez bien ce que je suis en train de dire. J'impose cette réalité parce que je suis aujourd'hui fort avec cette histoire. Je suis debout, je me suis exorcisé. Cette souffrance, je l'ai fait sortir. Grâce à ma plume, à la façon dont j'évoque la chose, mais il y a eu un combat pour en arriver là. Ce n'est pas le cas des jeunes et des enfants que je rencontre sur le terrain, parce que moi j'entends dire ici et là, sur la place d'Alger, notamment le mouvement associatif, et Dieu sait que ça a fait matière et ça a fait couler beaucoup d'encre courant 2009 et 2011 dernièrement avec le débat sur l'ADN.
il est facile de dire tout va bien, il y a des textes réglementaires, il y a une législation, il y a les mères célibataires, ils sont pris en charge, etc. Moi, en 2 mots, je vais vous démontrer sans être plus intelligent que la masse. Hein. Je suis un citoyen lambda, il n'y a pas de statut de l'enfance en Algérie, on a 50 ans d'indépendance. Je l'ai dit à la presse, je l'ai dit lors de conférences, je l'ai fait transmettre au plus haut niveau des autorités. L'Algérie ne dispose pas de statut pour son enfance. Donc moi je vous évoque le statut de l'enfant aujourd'hui, de l'enfance, d'une manière générale et globale, parce qu'il n'y a pas que les enfants abandonnés et les nés sous X, il y a une enfance. Et ce qu'on a soulevé dernièrement, enfin depuis 2009 et surtout dernièrement en 2011, c'est qu'il y avait un énorme vide juridique. Moi, quand on parle aujourd'hui, quand on vous parle, quand certains acteurs, et je ne veux pas les citer ici, parlent de législation, de texte, de tout va bien, la vie est belle, c'est le paradis, les mères célibataires sont prises en charge par Dia Rahma, et je ne sais pas quoi. Mais je salue leurs efforts sur le terrain. La question n'est pas là. Mais quand on va chez le législateur, quand on va réellement fouiner, comme je l'ai fait pendant 3 ans, quand on accompagne une commission nationale d'enquête érigée par le ministère en charge du dossier donc, de la solidarité, qu'est-ce qu'on constate? Moi, en tant que témoin oculaire, moi, n'appartenant à personne, moi, en tant qu'humaniste et de surcroît concerné par la question, j'ai dénoncé et j'ai déclaré la tête haute. En Algérie, nous n'avons pas de statut d'enfance. Il y a un petit juge des mineurs, et pardon pour le magistrat, c'est vraiment pas péjoratif à son endroit, il y a un juge des mineurs dans chaque tribunal qui a 2-3 ordonnances pour uniquement signer des ordonnances de placement et de déplacement, et il n'y a aucune promotion de protection ou de développement ou de défense des droits de l'enfant. Moi, l'histoire, moi avec M minuscule, je ne suis pas en train d'être prétentieux sur ce plateau, moi quand je parle d'ADN, vous savez ce qui m'a emmené sur le terrain de l'ADN? C'est ni plus ni moins que l'aberration dans l'alinéa 2 de l'article 40 de l'amendement du Code de la famille du 27 avril 2005, qui stipule que le juge peut recourir aux moyens scientifiques pour déterminer la filiation. Mais pardon, il l'applique qu'à l'homme parce que nous sommes dans une société d'hommes. Et je parle pour le monde arabo-musulman. Le monde arabo-musulman, nous l'avons démontré lors d'une conférence chez les religieux à l'Université des sciences islamiques et Mir Abdelkader, avec la bénédiction du recteur et de beaucoup d'activistes qui me soutiennent. J'ai beaucoup de soutien, évidemment, c'est une cause féministe et de surcroît humaine pour l'enfant, pour le bébé et son intérêt. Quand on a été à l'université, quand j'ai fait les recherches avec le vice-recteur chargé de la recherche et quelques docteurs en sciences islamiques, spécialistes sharia al-islamiyya, spécialistes hadith, moi, ce que je leur ai fait, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas interprété les textes, je ne peux pas me permettre. Tout simplement, j'ai pendant 18 mois fait des recherches et dans un concentré de 100 pages, un petit questionnement d'un pupille de l'État, j'ai posé des questions. Parce qu'il est aberrant de constater aujourd'hui que le Madhhab al-Raba'a, Sharia al-Islamiyya, condamne l'enfant et sa mère et ne parle pas de l'homme. L'homme, pour moi, surtout le violeur, est un criminel. Il faut utiliser les termes appropriés. Il faut arrêter avec la langue de bois. Il faut arrêter de dire tout va bien. J'ai été témoin lors de mon périple à travers le territoire national et j'ai vu les mères célibataires. Ce n'est pas des mères célibataires. C'est des filles mères. Absolument. C'est des filles mères et elles ont la majorité. Allons à Dia Rahma. Allons rendre visite à ces mères de famille, à ces jeunes filles qu'on cache. Elles ont 12, 13, 14 ans. J'en suis témoin. J'en suis témoin, j'en ai vu. Fait Dia Rahmat à Messerguine, j'y ai été le 7 mai 2009. Fait Dia Rahmat à Ksamtena, je réside Constantine. Fait Dia Rahmat à Bir Khadem, j'y ai passé 15 jours avant la conférence avec M. Ould Abbas, ministre chargé de l'époque du dossier de la solidarité. Et pour conclure, et ce statut de l'enfant qui me tient tant à cœur, parce que le jour où l'Algérie mettra en place un statut de l'enfance tenant compte de toute son enfance, et à l'intérieur de ce statut de l'enfance, mettre en place des mécanismes appropriés pour chaque catégorie de la population. Il y a l'enfant adultérin, il y a l'enfant issu d'un inceste qu'on ne parle pas, c'est tabou sur tabou. C'est tabou sur tabou, on n'en parle pas, mais quand on va dans les Aurès et quand on va dans le sud, au-delà de Ghardaïa, on constate que tout le monde se ressemble. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé. Quand on va vers moi, vers mon cas, moi je suis le fruit d'un viol. Je l'ai dit sur un autre plateau, je suis le fruit d'un viol commis sur une jeune fille qui avait 14 ans, un certain mois de mars 1963. Bon, aujourd'hui, je m'en sers pour attaquer. Pas pour attaquer la société. Moi, la société, pour moi, c'est vrai qu'elle est ignorante, mais elle est dans son ignorance. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas inculqué les réelles valeurs.
de notre religion, de notre culture. Pourquoi on a été chez le religieux? C'est pour l'interpeller. Et lors de la conférence, d'ailleurs, il y a eu ce qu'il y a eu, mais bon, ça n'a pas plu à certains, à 90%. J'ai produit un court-métrage où j'ai mis en valeur le visage de ma mère, et ils ne voulaient pas de ça dans leur amphithéâtre. Oui. Ils m'ont quand même laissé, parce que le recteur me soutient depuis 2009, ça a été une bataille, une bagarre, et lors du débat, il y a eu un accrochage entre moi et le directeur du laboratoire, et ça voulait tout dire. C'est-à-dire que la réponse s'est installée d'elle-même. Voilà. Je conclus en disant que si notre législateur ne met pas en place un statut pour l'enfance algérienne, qu'adviendra? On est déjà dans une situation d'impasse. Il faut créer une dynamique. Notre population est composée de 75% de jeunes. Et on n'a pas de statut pour enfants, on n'a pas de loi qui nous... Quand les associations parlent du droit international, moi je les ai emmenés sur le droit international et je me suis même déplacé au Parlement européen à Strasbourg. J'ai été invité, j'y ai été. Beaucoup pensaient que j'allais critiquer mon pays. Je n'ai pas été critiquer mon pays. J'ai été mettre en valeur la kafala de droit musulman. Pourquoi? Parce que dans la Convention de mai 93 en matière d'adoption internationale, son article 1, il écarte d'un revers la kafala de droit musulman et ils viennent puiser ici avec le concours, et je le dis et je n'ai pas peur de le dire, avec le concours d'un mouvement associatif, pas tous, mais certains, donc leur complicité, et ils emmènent et piochent dans ce vivier de l'enfance abandonnée et du sous X, ils les emmènent en Europe et on leur efface leur passé. Et ça devient des M. Paul et Jean et François, etc. Donc on nous attaque avec nos propres armes. Maître Bembara et moi-même, nous l'avons dénoncé lors d'une conférence au mois d'avril 2011. Cette convention est contraire à la Convention des droits de l'enfant de novembre 89, parce que l'article 20 des droits... Et c'est ça le paradoxe. Moi, je ne leur ai pas dit le kafala khair min les prises en charge comme l'adoption plénière et l'adoption simple. Je leur ai tout simplement dit, vous êtes discriminatoire à l'endroit d'une population composée d'environ 1,3 milliard de musulmans, qui ne veut pas dire arabes, parce que les Asiatiques sont plus nombreux que les Arabes dans le monde islamique, et vous êtes discriminatoire à leur endroit. Excusez mon émotion, qu'à chaque fois que je parle de ce sujet, je m'emballe un peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'au niveau de la Convention des droits de l'enfant de novembre 89, qu'on fête tous les mois de décembre parce qu'on l'a entériné en 92, l'Algérie l'a entériné. Son article 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Convention retient 4 modes de prise en charge. Les adoptions simples plénières, dont la kafala de droit musulman. Et quelques années plus tard, au mois de mai 93, la Convention de La Haye écarte dans son article 1 la Convention qui reconnaissait la kafala. Et ça vous donne quoi? Moi, je souris quand je vois quelques mouvements, quelques associations revendiquer le nom de l'adoptant à l'enfant. Premier crime contre la parole divine. Est-on musulman ou pas? Il va falloir m'expliquer. L'islam dit l'article 9 de la Constitution interdit aux institutions de porter atteinte à la morale islamique. Combien d'institutions seraient condamnées aujourd'hui si on appliquait réellement la Constitution algérienne, sans parler du livre sacré et de la parole divine? Donc, l'islam din doula, à l'adoption plénière, parce que ces gens-là, ils veulent nous traîner vers l'adoption plénière, qui consiste à prendre un enfant comme un objet. Je suis le fruit de cette enfance abandonnée et je n'accepte pas qu'on m'utilise comme objet. J'ai une lignée, j'ai des gènes qui s'expriment devant vous aujourd'hui, j'ai mon ADN, j'ai mon chromosome, et c'est peut-être grâce à mon père que je ne connais pas, c'est peut-être grâce à ma mère que j'arrive aujourd'hui à combattre et à parler comme je le fais aujourd'hui. Tout en faisant un clin d'œil à mes parents adoptifs qui m'ont quand même accordé une éducation, et je m'incline à chaque fois devant leur dévouement et leur amour. Voilà ce que je pouvais dire. لو أنك بقيت في ميتم، هل لك وصلت اليوم باش تحارب وتناضل من أجل هذا الطفل؟ Alors, je n'ai rien choisi du tout. Je vais être, comme je l'ai toujours été, sans prétention. Moi, je suis spontané, je suis cru, je suis honnête. Au départ, au début de mon périple, je n'ai pas pensé un instant me retrouver aujourd'hui, après 3 ans ou 4 ans de conférence, et défendre cette cause. Non, j'étais à la recherche de mes origines. D'ailleurs, mon premier ouvrage, Pupille de l'État, la peur de l'inconnu, c'était un récit autobiographique. Voilà. Donc, il raconte, c'est un récit autobiographique partiel. Il raconte les 25 ans de recherche de mes origines. Mais tout en mettant à la fin un aspect juridique. Il y a un combat contre l'administration parce que ça a été dur pour que j'obtienne mon dossier, c'était pas facile.
Il faut aller, d'ailleurs je le dénonce dans ce livre. نعم. Et, ثم هذا الكتاب الثاني أستاذ oui, محمد. alors ça c'est après la sensibilisation de Oui. 2009. Donc Oui. le premier livre, à un moment où je me suis rendu à la pouponnière de Notre-Dame des Apôtres de Constantine, Oui. là où j'ai vécu 3 mois, et j'ai demandé aux dames qui étaient là, les éducatrices et les psychologues, je leur ai dit, accordez-moi un petit cadeau, si ça ne vous dérange pas, laissez-moi quelques secondes avec ces bébés. J'ai passé 3 mois de mon existence, au début de mon existence ici. J'aimerais bien communier avec eux, j'aimerais bien les regarder, être tout seul avec eux. Et quand je suis resté 1 heure avec eux, quand je suis sorti, je suis reparti dans un traumatisme, j'allais dire dans un barotraumatisme. Et le regard de ces bébés, c'est des bébés qui sont en deuil. C'est des bébés qui sont en deuil. Ils sont là, amorphes. Et je me suis dit, toi, tu as eu de la chance, tu es né sous une bonne étoile, quel que soit ton parcours, je n'ai manqué de rien, tu t'es construit, tu as beaucoup d'expérience, tu as fait beaucoup de choses, dans la bonne moyenne, on va dire, je vais pas me lamenter sur mon sort, alhamdoulilah. Tu n'as pas le droit de te taire aujourd'hui, et c'est là que j'ai retrouvé ma plume, comme je dis toujours. Elle s'est dressée, elle s'est mise à écrire toute seule. Et je me suis dit, je dois provoquer une prise de conscience, je dois faire ce que je peux, quand je peux. Je ne m'impose rien, mais je le fais le plus naturellement. Comme ça a été pour le cas de cette émission, vos collègues m'ont appelé et je suis venu. Mais je suis venu avec un grand plaisir parce que ça, vous voyez, je suis passionné quand je parle du sujet. Oui. Mais moi, c'est surtout mon objectif. Il faut parler de l'objectif. Mon objectif, c'est de décrisper le regard vis-à-vis de cette catégorie de la population, car elle existe, cette population. Oui. شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خير وتأكد أنه النتيجة إن شاء الله راح تتمعن مثل الشجرة الطيبة راح تأكل إن شاء الله ثمارها أنت بالدرجة الأولى إن شاء الله.